Chapitre 2. La thématisation de la conscience concrète. 5. Le retour au vécu dans les Logiske Untersuchungen. Le premier tome des Logiske Untersuchungen, publié en 1900, avait abordé les problèmes de la logique d'un point de vue strictement objectif. Le projet gigantesque d'une mannigfaltige Keitslehre, où se trouveraient déduites de manière systématique toutes les formes de théorie possibles, reprenait le vieux rêve de la mathésis universalis. La formation mathématique de l'auteur, ancien assistant de Weierstrass, semblait le destiner à une brillante carrière de logisticien. La publication du second tome en 1901 fut une surprise. Le problème de la théorie de la connaissance, annoncé discrètement dans le premier, se développait par un retour à la subjectivité. La préface de l'ouvrage marquait pourtant assez nettement la rupture avec la période psychologiste. La philosophie de l'arithmétique, publiée en 1891, se donnait pour tâche de fonder les mathématiques sur la psychologie, selon la tradition dominante à l'époque. Mais si la méthode semblait rendre compte de la genèse des représentations, elle se révélait comme incompatible avec l'objectivité de la science. Il fallait dès lors chercher un fondement radicalement nouveau. Le deuxième tome de Logiske Untersuchungen ne saurait donc s'expliquer par un retour aux méthodes psychologistes. La similitude apparente dans les formules doit cacher l'originalité de l'inspiration. Un texte remarquable de la partie inédite de la Crisis vient ici nous éclairer. L'auteur raconte comment il découvrit pendant la rédaction des Logiske Untersuchungen vers l'année 1898 la corrélation universelle du sujet et de l'objet. Tout existant à quelque domaine de l'être qu'il appartienne est un index pour un système de vécu où il est donné, suivant des lois a prioriques. Cette révélation, déclare Husserl, produisit en moi un ébranlement si profond que depuis, tout le travail de ma vie fut dominé par cette tâche d'une élaboration systématique de cet a priori de la corrélation. On voit la nouveauté radicale de l'intuition originelle qui inspira la phénoménologie. La notion de l'intentionnalité chez Brentano ne désignait encore qu'un caractère des phénomènes psychiques et laisse subsister en dehors d'elle une réalité en soi. Husserl atteint, dès la période des Logiske Untersuchungen, le point central où le sujet et l'objet apparaissent comme inséparables. L'hypothèse d'un non-soi devient aussi absurde que celle d'une conscience qui ne percevrait pas le monde lui-même. Le réalisme abstrait est rejeté en même temps que le psychologisme pour une philosophie qui se donne pour tâche de décrire la manière dont l'être est pour le moi et dont le moi connaît l'être. Il ne s'agit pas d'un rapport entre deux réalités qui pourraient exister à part, mais d'une liaison essentielle définie par des lois a prioriques, sans lesquelles ne serait concevable ni la conscience ni le monde. Le sujet auquel on revenait était dès lors d'ores et déjà un sujet constituant. La suite des explications du texte fera comprendre comment l'intervention de la subjectivité humaine dans la problématique de la corrélation a exigé un changement radical de sens de toute cette problématique pour aboutir à la réduction phénoménologique à la subjectivité transcendantale absolue. Il faut entendre que dans la réduction phénoménologique, la subjectivité humaine est réduite à la subjectivité transcendantale absolue. La conscience thématisée dans le second tome des Logiske Untersuchungen était donc une conscience neutre qui ne se définira comme transcendantale que quand se posera le problème du psychologisme. Au début de la recherche, le sujet était constituant en soi, sans l'être encore pour soi. C'est de ce point de vue qu'il convient de commenter la motivation que l'auteur nous présente dans son introduction. Le retour au vécu n'est pas amené par quelque curiosité de psychologue, mais par les exigences du logicien lui-même. Il s'agit de préciser le sens des objets logiques et pour cela abandonner les représentations plus ou moins obscures pour revenir à la chose même. Mais la chose, cela même que nous visons quand nous parlons d'objets logiques, c'est ce qui se présente à nous quand ils nous sont donnés dans l'évidence. Devant la formule d'une loi logique, il s'agit de ne pas se contenter d'une simple compréhension verbale. Il faut se rendre les concepts présents en effectuant pleinement l'opération d'abstraction idéalisante. Il est fait jaillir devant la conscience, vérifier que ce donné est bien tel qu'on le disait. On a souvent, sur la foi d'une compréhension simplement symbolique, interprété les lois logiques comme des lois psychologiques. Le retour à l'évidence permet de dissiper ces confusions. Grâce à la détermination des conditions de cette évidence, nous fixerons un concept précis
le sens de l'objet en question. Tel est le but de l'analyse phénoménologique. Nous pouvons sur ce texte fondamental expliciter la signification originelle du retour au sujet, la logique et la science des concepts, propositions, relations, etc. Ces objets logiques, comme tous les objets en général, sont posés hors de la connaissance qui les vise. Leurs propriétés sont définies par les propositions de la logique. Ainsi, la loi de deux propositions contradictoires, l'une seulement est vraie, exprime une propriété d'une certaine catégorie d'objets logiques, à savoir les propositions. La réflexion peut dès lors prendre deux directions opposées. Sur le plan de l'attitude naturelle, le logicien, comme tout savant en général, essaiera de découvrir le plus de lois possibles et de les codifier dans un système cohérent. L'achèvement idéal de ce travail nous donnerait la théorie générale des domaines formels, Manig, Faltich, Cates, Lehrer, où se déduiraient de manière rigoureuse tous les énoncés possibles pris dans leur forme. Toutes les théories imaginables seraient ainsi construites a priori, et il ne resterait plus qu'à choisir celle qui s'accordera le mieux avec les données de l'expérience. Réalisant l'idéal de la mathésis universalis, la Manig, Faltich, Cates, Lehrer serait, sur le plan de l'objet, théorie des théories, science des sciences. Telle est la conclusion du premier tome de Logische Untersuchungen, mais le besoin d'intelligibilité peut prendre une voie différente. La science déductive des objets logiques part de concepts fondamentaux que le logicien accepte sans les critiquer. La direction de son intérêt ne va qu'à leur usage dans le système qu'il construit. De ce point de vue purement objectif, il en possède une connaissance suffisante. Mais la confusion reste possible à un autre point de vue. Le domaine de la logique n'est précisément que la connaissance elle-même dans sa réalisation. Le logicien parle de concepts, propositions, relations, vérités. Mais qu'est-ce qu'un concept et quelle est la signification de la connaissance conceptuelle? Qu'est-ce que la vérité et comment un objet qui en tant que tel est en soi hors de la représentation peut-il être donné à un sujet? L'évidence propre au logicien suffit à la constitution d'une Manig, Faltich, Cates, Lehrer. Mais le sens profond des concepts qu'ils manient reste obscur. Cette obscurité explique seule la confusion à peu près universelle qu'en parurent les Logische Untersuchungen entre les lois logiques et les lois psychologiques. L'explication du sens des objets logiques mène ainsi nécessairement au problème de la théorie de la connaissance. Ceci exige précisément un retour au vécu. Devant une loi logique, avons-nous dit, il ne faut pas se contenter d'une vague compréhension. Le conseil pouvait étonner, les lois logiques étant justement réputées comme les plus claires de toutes, mais l'évidence peut être suffisante pour le calcul, et les concepts restaient confus du point de vue philosophique. Cette confusion nuit à la logique elle-même qui devient une simple technique sans vérité. Il faut dès lors revenir aux choses mêmes, effectuer de manière pleinement consciente les actes d'abstraction idéalisante qui nous rendent les objets logiques présents. Dans cette effectuation se réalise l'évidence logique où ils nous sont donnés. L'analyse phénoménologique de cette évidence permettra de préciser le sens de leur être et de résoudre les problèmes philosophiques qu'ils suscitent. Il convient de préciser ces indications qui ont pu paraître quelque peu formelles par les descriptions de la sixième recherche. La deuxième partie en est consacrée à la doctrine de l'intuition catégoriale. Il faut entendre l'intuition des objets non sensibles visés dans la prédication catégorienne. Ainsi, les prédicats, relations, état de Schoen, Sar, Verhalt. Cette table que je vois est un objet sensible, mais le fait qu'elle est rectangulaire est un objet catégorial, qui ne peut être saisi que dans la prédication. Cette table est rectangulaire. Dans la perception sensible, nous avons la table réelle avec sa forme, mais non pas l'état de choses intelligibles, Sar, Verhalt, exprimé dans le jugement. Un objet catégorial peut être donné en personne quand nous formulons le jugement dans l'évidence. Il peut aussi être simplement représenté quand nous en parlons distraitement, sans penser à ce que nous disons. Il est clair que dans ce dernier cas, l'erreur est possible. La vérité de la science, comme système de proposition, est donc liée aux conditions de l'évidence catégoriale. La description de celle-ci sera donc une tâche essentielle pour la théorie phénoménologique de la connaissance. Nous n'avons pas à entrer dans le détail de ce texte, parfois confus, et qui fut remanié par la suite à plusieurs reprises sans jamais arriver à satisfaire l'auteur. Il suffira d'en retenir l'idée fondamentale. Par opposition à l'intuition sensible, qui comme intuition simple n'a besoin de rien d'autre pour exister, l'intuition catégoriale est nécessairement fondée. Elle présuppose précisément la présence à l'arrière-plan d'une intuition sensible simple. Les actes catégoriaux effectués à part ne peuvent donner qu'une compréhension vague, purement symbolique.
En d'autres termes, les jugements formulés sans la présence d'une intuition sensible correspondante restent sur le plan verbal. Ce sont des pensées confuses éloignées de la chose même. Il importe de préciser, il ne s'agit pas de retomber dans l'empirisme. La chose n'est pas ici l'objet sensible, mais précisément l'objet catégorial défini par la prédication. Mais cet objet catégorial ne peut être présent en personne que sur le fondement de l'objet sensible, sans que du reste cette condition puisse diminuer l'originalité de son être. En tant qu'il se constitue sur le sensible, il se définira précisément comme supra-sensible. La notion de fondement rappelle le rapport gestaltiste du fond à la figure. L'objet catégorial se détache, pour ainsi dire, sur un fond sensible, mais il convient de préciser le rapport comme rapport de connaissance. La prédication exprime la vérité de l'expérience immédiate. On voit sur cet exemple le sens et la portée de l'analyse phénoménologique. Les théories traditionnelles de la connaissance se débattaient dans des difficultés inextricables du problème des rapports du sensible à l'intelligible. On aboutit avec Kant à déclarer que le concept sans l'intuition est vide, mais que l'intuition sans le concept est aveugle. La liaison s'effectuait par la médiation de la notion de l'expérience possible, les catégories définissant les conditions de l'objectivité. Une expérience qui ne leur serait pas conforme ne serait pas expérience d'un objet, conséquemment ne serait pas expérience du tout. La synthèse intuitive qui constitue les objets de la perception procède donc suivant l'unité de l'entendement qui préside à la synthèse conceptuelle. Ainsi se trouvait fondée la possibilité d'un accord entre les objets donnés dans la perception et les jugements formulés dans la science. En d'autres termes, la possibilité d'une connaissance. Nous aurons l'occasion de nous livrer à un examen plus précis de la doctrine kantienne. Il suffira ici de faire remarquer que la démonstration reposait tout entière sur des définitions arbitraires, notamment celle de la notion d'objet. On voit s'y mélanger des concepts inconciliables. L'objet de l'expérience possible est-il un objet sensible ou un objet catégorial? S'agit-il de cet objet que je perçois en ce moment ou s'agit-il d'une unité intelligible constituée dans cet ensemble de déterminations nécessaires dont nous avons l'idée quand nous parlons de la nature? L'analyse phénoménologique a rendu la confusion désormais impossible. L'objet perçu a une place unique dans la spatio-temporalité. L'objet catégorial est, en tant que tel, hors de l'espace et du temps. Que je sois ici en ce moment, c'est là une proposition vraie et en tant que vraie, valable en tout temps et tout lieu. Le sujet est bien un être singulier, mais le jugement vise un état de choses qui, en tant que tel, constitue un objet idéal suprasensible. Mais la phénoménologie ne permet pas seulement d'éclairer pleinement l'opposition de l'entendement et de la sensibilité par la définition de leurs objets respectifs. L'analyse des évidences corrélatives résout le problème de leur rapport. Le sensible et l'intelligible ne sont pas à part, puisque l'évidence catégoriale est toujours fondée sur l'évidence sensible, mais le concept de fondation exclut toute confusion entre les domaines. Il n'est pas question de dériver l'intelligible du sensible à la manière des empiristes, puisqu'il appartient à l'essence même des actes fondés de viser des objets radicalement nouveaux. L'intelligible s'engendre sur le sensible sans se réduire à lui. Ainsi se trouve justifier la valeur et les limites de la science. La possibilité d'un accord entre l'intuition et le concept ne se réfère pas à l'hypothèse simpliste et arbitraire d'une construction de la perception suivant les catégories du jugement, mais à l'essence même de l'évidence catégoriale, comme évidence fondée. La connaissance prédicative ne peut se réaliser qu'en présence d'une intuition sensible, mais elle porte sur un objet de degré supérieur caractérisé par son idéalité. Les propositions de la science sont vraies de l'expérience et ne sont vraies qu'à l'intérieur de l'expérience, mais le résultat est obtenu non pas par la confusion des domaines, mais par une explicitation qui implique leur distinction. Que l'intelligible doit se vérifier dans le sensible, cela ne diminue en rien l'originalité de leurs modes respectifs d'existence. La description phénoménologique par la notion de fondation permet de corriger les défauts de l'analyse édétique qui pouvaient suggérer une séparation complète des genres. Le premier tome des Logische Untersuchungen, soucieux de définir la spécificité des lois logiques, semblait poser un monde à part des idées, et l'auteur se vit adresser le reproche de réalisme platonicien. Mais le logicisme a été précisément évité par les recherches subjectives du second tome, où l'analyse de l'évidence catégoriale démontre la nécessité d'une référence au sensible, sans tomber pour cela dans la confusion caractéristique de la notion kantienne de l'expérience.
possible. Le retour au vécu ne fut donc pas une chute dans le psychologisme, en effet, un effet des origines brentaniennes de l'auteur. Il s'agissait de résoudre le problème de la connaissance par l'explication du sens même des objets logiques en tant qu'ils impliquent un rapport au réel. La proposition est vraie pour tous les cas, y compris celui des lois de la logique formelle. Valable pour tout objet en général, elle se réfère encore à un sens au réel puisque l'objet est toujours objet du monde. Dès lors, elles ne sont pas, malgré leur pureté, absolument indépendantes des contenus sensibles. En langage husserlien, les noyaux sont relevants. Mais l'entreprise n'était justement possible que par l'analyse des évidences correspondantes. La méthode impliquait que la description des vécus ne fût pas un travail psychologique. Il est clair que si la définition de l'évidence catégorielle comme évidence fondée n'exprimait qu'une particularité du psychisme humain, le rapport ne pourrait avoir aucune valeur sur le plan de l'objet où l'intelligible et le sensible resteraient définitivement à part. La solution proposée pour le problème de la connaissance n'avait de sens que si aux conditions de l'évidence correspondent les conditions de la chose même. Sans doute, une formule malheureuse restée célèbre définissait en 1901 la phénoménologie comme psychologie descriptive. Celle-ci n'en était pas moins fortement distinguée de la psychologie empirique qui cherche des explications causales et aussi de la psychologie introspective fondée sur l'usage de la perception interne. Il ne s'agit pas de faire une théorie des phénomènes psychiques à côté de celle des phénomènes physiques. L'objet de l'expérience interne du psychologue est transcendant comme celui de l'expérience externe. Le visé y dépasse le donné, et une erreur est toujours possible. L'intuition phénoménologique porte sur la pure immanence comme telle. Nous la prenons dans l'exacte mesure où elle est donnée, où un doute serait dénué de sens. Cette évidence absolue du pur phénomène peut seule permettre de satisfaire aux exigences de la théorie de la connaissance. Celle-ci ne saurait utiliser les évidences ordinaires qu'elle met justement en question. Cela ne signifie pas qu'elles doivent se dépouiller de tout contenu pour se contenter d'une analyse conceptuelle à la manière de Kant, mais simplement qu'il faut exclure tout ce qui n'est pas donné dans une évidence phénoménologique. Ainsi, l'analyse phénoménologique amenée par des considérations de théorie de la connaissance n'avait de psychologique que le nom. Il s'agit de l'évidence absolue de la conscience de soi distincte de la perception interne. On peut donc parler déjà d'une analyse transcendantale bien qu'on ne puisse la confondre avec la démarche kantienne. L'étude du sujet chez Kant passait par l'intermédiaire de l'objet. Les formes a priori de la sensibilité de l'entendement avaient été dégagées par une analyse des conditions de possibilité de l'objet. La signification transcendantale en était immédiatement garantie. Mais il serait difficile de dire pourquoi on s'obstinerait à les attribuer à un sujet. La recherche husserlienne prend une direction diamétralement opposée. Le psychologisme n'est pas évité par le refus d'une thématisation directe du sujet et le détour par une analyse des conditions de l'objet. La dimension transcendantale est atteinte précisément par l'approfondissement de la conscience de soi en tant qu'elle révèle, dans une évidence absolue, comme pur phénomène, le sens de l'être et le sens du moi. Le passage à l'idéalisme transcendantal ne sera donc qu'une explicitation. Les Logiske Untersuchungen l'impliquaient implicitement. Le premier tome prenait l'objet comme un en soi, le second donnait des analyses du contenu réel des vécus. R2E2L, que nous traduisons par réel, entre guillemets, désigne le contenu effectif du vécu par opposition à l'objet visé, contenu intentionnel. Dans le vocabulaire husserlien, il s'oppose fortement à la réalité naturelle, real. L'auteur semblait adhérer ainsi au réalisme ordinaire, posant d'une part l'objet comme réalité extérieure, d'autre part la conscience qui le connaît. Mais l'examen des analyses effectives révèle le sens de l'œuvre. L'affirmation de l'originalité de l'objet logique se fondait sur une analyse intentionnelle des visées du logicien. Les lois logiques sont irréductiblement distinctes des lois psychologiques parce qu'on n'y vise pas les mêmes choses. Inversement, l'analyse phénoménologique des deux dernières recherche semblait s'enfermer dans le contenu réel de la conscience. Mais le premier caractère qu'on y trouve se définit comme un dépassement. La conscience est conscience de quelque chose en elle-même. Elle exige autre chose qu'elle-même, à savoir l'objet qu'elle vise. Les deux tomes de Logiske Untersuchungen, si nous les prenons dans leur vérité, constituent ainsi les deux moments d'une analyse phénoménologique.
authentique sous la forme classique noético-noématique. Le premier décrit le noème, l'objet visé par le logicien en tant qu'il se distingue radicalement dans son idéalité de toute réalité psychologique. Le second décrit la noèse qui le vise, mais cette corrélation n'était qu'en soi ou pour soi elle prenait une forme qui contredisait sa signification véritable. L'objet visé n'a évidemment de sens que par l'acte de conscience, mais dans la naïveté d'une description directe, il se pose comme un existant indépendant puisque le logicien le vise précisément comme tel. Inversement, la conscience était d'ores et déjà conscience constituante, en tant qu'elle donne son sens à l'objet. Mais le premier regard du phénoménologue ne la prend que dans son contenu réel, comme une chose enfermée en elle-même. Ainsi, le réalisme des Logiskinter-Sukengen n'était que la forme contradictoire que prenait une analyse intentionnelle ignorante de son propre sens. Elle impliquait l'exigence d'un renversement dialectique. Dans le langage husserlien de la dernière période, on dira que l'intention profonde de l'ouvrage visait un idéalisme, mais qu'elle s'est effectivement exprimée dans un réalisme. Mais si nous employons le vocabulaire hegelien, nous intervertirons les termes et nous dirons l'auteur a cru poser un réalisme, mais il a atteint en fait le rapport de constitution. Dans cette expérience, la conscience philosophique va prendre une figure nouvelle, celle qui s'exprimera dans l'idéalisme transcendantal.